Georges Clément Meka, j'ai coutume de me le dire, était un fils d'une très grande famille. Et avant de pouvoir entreprendre, vous me permettrez de me présenter de manière à honorer mes ancêtres. Donc je suis Georges Clément Meka, le fils de Meka Mekozo, le fils de Kozo Motaze, le fils de Motaze Eya, le fils de Ambassa, le fils de Mbassankom, de Fulanesi. De ma mère, Ngombe Pauline, fille d'un Nkamba, fille d'un Kambambe, fille d'un Bogon, Bogon Baba Semel, Baba Semel Makuma, Makuma Massa, Ngoli Touba. Donc, je suis un père de famille hein, de cinq enfants et je suis né dans une très grande famille de ma mère Bassa du côté d'Angambela Sanaga Maritime, de mon père Bolo du côté de Fulanessi dans l'arrondissement d'Akomde. Je suis chef d'entreprise, je suis un PDG associé d'un groupe dont je suis le président directeur général, comme je le précisais. Et donc, je suis en même temps président du mouvement de défense de la patrie, après avoir occupé plusieurs responsabilités en tant que président du Haut Conseil de ressortissants d'Afrique centrale. J'ai occupé ce poste en France pendant pratiquement 8 ans. Le président du Conseil international des Camerounais aussi, en tant que président aussi du Conseil social des Camerounais. Tout cela sont des responsabilités que j'ai occupées au niveau international. Et donc, j'ai pris la décision de retourner au Cameroun afin de servir mon pays. Alors, je suis né à Ifulanesi, c'est-à-dire à Zingi, pour ceux qui connaissent très bien. Et j'ai commencé tout mon enseignement au Cameroun, avant de continuer mes études supérieures en Allemagne. Après, j'ai des parachevés en France, où j'ai rencontré la femme qui a partagé ma vie pendant très longtemps, et on a eu tous ces enfants. Donc, j'ai une expertise dans le domaine du droit surtout spécialisé en droit des contrats. J'ai une expertise en marketing, où je suis diplômé en web marketing. J'ai un diplôme en même temps en marketing international. Donc, j'officine aussi beaucoup en tant que consultant international en tout ce qui concerne les matières juridiques, en droit des contrats, en droit public et même aussi dans tout ce qui est gestion opérationnelle de certaines actions. Alors, le choix du LDPC, vous savez, je vais vous dire dans quelles conditions je suis né. Je suis né dans une famille où la mère était de l'UPC et mon père était du parti au pouvoir. Et donc, j'avais le choix entre deux partis, puisqu'à l'époque, on suit soit la maman, soit on suit le père, et surtout que dans un régime patriarcal qui est le nôtre, on suit le père. Donc, j'ai d'abord adhéré, suivi, été au RDPC très jeune, par suivisme, parce que mon père étant du RDPC ou du parti au pouvoir, et je me suis retrouvé là. Maintenant, je suis resté par conviction. Je suis resté au RDPC par conviction, par idéologie. Parce que le président national du RDPC, qui est en même temps le président de la République, euh, dans ce parti, on prononce certaines valeurs. Et je me suis senti plus proche de ces valeurs-là, des valeurs de rassemblement, des valeurs de démocratie, des valeurs de moralisation de la vie politique et tout ce qui va avec. Donc ces valeurs, je me suis senti très proche de ces valeurs. Et je suis resté dans ce parti justement pour justement continuer à officiner à l'intérieur. Vous savez, je suis allé à l'extérieur pour la première fois en 1994. J'ai eu l'opportunité de visiter beaucoup de pays. J'ai sillonné l'Europe, les États-Unis, l'Asie. Donc j'ai vraiment parcouru le monde et d'ailleurs je rends gloire à l'Éternel pour cela. Et j'ai même poursuivi mes études là-bas, j'ai géré des activités économiques là-bas, j'ai même travaillé d'abord en tant que salarié avant d'être chef d'entreprise. Et j'ai fait le choix parce que simplement, au fond de moi, je me voyais mal travailler pour un autre pays. J'avais toujours une sensation de trahison parce que je pensais que mon pays a plus besoin de moi qu'un pays étranger. Bon, j'ai des amis, des camarades qui ont fait d'autres choix, hein, qui ont accepté de rester dans les pays étrangers, dans les pays d'accueil, qui sont investis là-bas et qui ont même décidé d'évoluer politiquement dans ces pays-là. Moi, mon choix était de contribuer à l'édification de mon pays parce que j'ai toujours estimé que le Cameroun a besoin de plus de compétences que ces pays d'accueil où nous avons été ou alors où nous vivons souvent. Alors, quel est mon modèle politique? Mon modèle politique, bien entendu, vous comprenez que euh, j'ai une carrière, disons, j'ai une orientation qui s'appuie beaucoup plus sur les grandes figures. C'est-à-dire, j'aime beaucoup les grandes figures.
Les grandes familles, pour moi, sont un référentiel. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui, au risque de perdre la vie, au risque de sacrifice ultime, s'engagent dans des grands combats, dans des combats nobles, dans des combats salvateurs, sans se soucier de leur ego, sans se soucier d'eux-mêmes, ni même d'ailleurs de leur famille. Et donc, je vous citerai beaucoup de grands hommes, avant de parler du président Paul Biya, dans sa vision idéologique, parce que monsieur est porteur d'une très grande vision qui malheureusement est très mal comprise et n'est pas suffisamment implémentée. Au niveau du Cameroun, pour moi, c'est le seul modèle politique que j'ai. Au niveau de l'extérieur, j'ai Mandela dans son combat. C'est quelqu'un dans son combat qui, malgré tout ce qu'il a pu subir, il a accepté pour la collectivité, pour défendre les idéaux, les convictions qui sont les tiens. Il a accepté aller en prison et connaître la durée que nous pouvons savoir de 27 ans de prison. L'autre modèle politique, c'est aussi Martin Luther King. Martin Luther King pour moi, parce que la qualité du combat de l'homme aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de lui-même, il portait un rêve. Et je pense que dans la notion des rêves, il est important pour les hommes politiques de rêver. Et la difficulté que nous avons, c'est que nous avons des hommes politiques aujourd'hui qui ne rêvent pas, qui considèrent plus la politique comme un métier, mais pas comme une affaire de conviction. Pour moi, la politique n'est pas un métier. La politique, c'est une question de conviction. Et quand on entre en politique, c'est pour servir, c'est pas pour se servir. Très difficile, très très difficile d'avoir un modèle professionnel. Pourquoi? Parce que si vous prenez un cas d'un homme d'affaires, d'un milliardaire qui a parfaitement réussi, vous allez vous rendre compte que dans son parcours, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et c'est pour ça qu'il est très difficile d'avoir un modèle professionnel en tant qu'individu, en tant qu'entité. Mais moi, je pense que je suis plus axé sur le patriotisme économique et sur l'économie sociale ou alors l'économie solidaire. Parce que moi, je pense qu'on peut être un grand homme d'affaires, on peut avoir des milliards, mais on peut aussi penser à sa patrie, on peut aussi investir pour l'humain, sur l'humain, pour que justement, il n'y ait pas de décrochage. Parce que j'ai toujours coutume de le dire. Un monde, c'est-à-dire un riche entouré des pauvres, c'est un mort qui s'ignore. Alors je répète, un riche entouré des pauvres, c'est un mort qui s'ignore. Parce que si nous allons dans une logique où on est un homme d'affaires, on gagne bien de l'argent, on est hyper milliardaire, hyper riche, et qu'autour de nous, on ne fait pas attention à ce qui nous entoure, le risque, c'est que celui qui a faim, qui nous entoure, finisse par casser nos maisons, grimper le mur, même si c'est un mur de 10 mètres, et de venir nous agresser parce qu'il aurait faim. Donc il est important vraiment de tenir compte de la société, du pays et des besoins des autres, même quand on se croit ne pas être dans l'obligation de le faire. Alors, mon message aux jeunes, il est à deux endroits. Avant de parler aux jeunes, j'aimerais d'abord parler aux dirigeants, à ceux qui nous entourent, parce que les deux messages sont joints. Parce que si nous parlons aux jeunes et que les jeunes font les efforts, si derrière les efforts qu'ils font, les gouvernants n'ont pas tenu compte de ces efforts, n'ont pas respecté eux-mêmes leurs engagements, il y aura un problème, il y aura cassure. Vous pouvez beau former les jeunes, les conseiller, les orienter, mais cela ne changera rien parce que lorsqu'ils auront envie de se mouvoir, ils vont être coincés. Donc mon message s'adresse d'abord aux autorités, aux gouvernants. Je pense que les gouvernants doivent être animés par des objectifs plus nobles. C'est-à-dire, déjà, savoir qu'ils ne sont pas éternels. Qu'il faut préparer la relève dans toute société. Préparer la relève, ce n'est pas pour la relève, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent la relève. Parce que lorsqu'on n'est plus en capacité physique ou morale d'agir ou de faire, qui est-ce qu'on appelle au secours? C'est une jeunesse. Si la jeunesse, ceux qui sont supposés vous remplacer, n'ont pas été formés, n'ont pas été encadrés, n'ont pas eu le bagage nécessaire qui les permet d'être à la hauteur des enjeux, des défis, il y a un problème. Il y aura un problème, il y a cassure, il y a une société qui décline, il y a la violence qui est dans la société et tout ce qui va avec. Donc, ceux qui gouvernent aujourd'hui, les aînés, ont intérêt à veiller à ce que la jeunesse soit mieux encadrée pour pouvoir préparer la relève à tous les niveaux de la société. Je dis bien, un commerçant peut préparer la relève parce qu'à un moment donné, il n'aura plus la capacité. Comme un responsable d'administration ou une personnalité politique, à tous les niveaux, les aînés doivent comprendre qu'ils doivent préparer la relève. Maintenant, mon message aux jeunes, il est simple. Les jeunes doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas rester dans l'immobilisme, dans la victimisation. Il est très facile de dire, c'est dur, on me ferme les portes, on ne peut plus rien faire. Tout le monde peut
être dans cette incantation, dans cette posture victimaire fataliste. Et moi, je pense qu'il est important pour les jeunes de se dire qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Ça, c'est la première chose. Et que c'est derrière les sacrifices qu'il y a le succès. Et le succès qui vient derrière le sacrifice est d'autant plus important qu'il est mérité. Et qu'on mesure justement la capacité, les efforts qu'il a fallu faire pour pouvoir l'obtenir. Donc, à la jeunesse, ne pas céder à la facilité. Accepter la dureté et les épreuves, parce qu'il n'y a pas de succès sans cela. Savoir qu'ils appartiennent à une patrie et qu'ils sont auto-responsables de cette patrie. Co-responsables de cette patrie. Parce que chacun de nous a une parcelle de responsabilité dans la patrie que nous avons en partage. Et chacun doit savoir que lorsqu'il agit dans l'incivilité avec déviance, il est en train de perturber l'équilibre de notre société commune. Parce que c'est la somme de déviances qui crée l'instabilité. Et chaque jeune doit comprendre que s'il cède à certains appels qui poussent à déstabiliser la patrie, qui poussent à aller dans la drogue ou dans l'alcoolisme, il ne joue pas son rôle en tant qu'un acteur. Donc, il faut responsabiliser les jeunes, accepter que la jeunesse doit accepter la difficulté, l'effort, les sacrifices qui s'imposent, qu'elle ne cède pas à la facilité. La facilité, c'est de croire que quand on va entrer dans telle caste, dans telle secte, dans telle organisation ésotérique, on aura tout facilement. Non, qu'ils comprennent qu'on n'est pas obligé de faire certains sacrifices, d'aller dans certains castes ou dans certains cercles. On peut aussi réussir étant en dehors, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, il n'y a qu'un seul et unique Dieu, l'Éternel tout suprême, qui est le garant de toutes choses. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas la protection de l'Éternel Zambeu, tout cela est vain. Voilà mon message à la jeunesse. Alors, ma situation matrimoniale, comme je vous ai dit, je suis un père de famille. Je suis marié, donc j'ai aujourd'hui 5 enfants. Et ce nombre d'enfants me rend d'autant plus responsable. Parce qu'en tant qu'un Bantou, comme je suis toujours fier de l'annoncer, de le dire, nous avons intérêt à peupler, je dis bien à peupler notre pays, à peupler notre continent. Contrairement à ceux-là qui disent qu'il faut mettre en place un système qui réduirait la natalité africaine et camerounaise en particulier, je pense que c'est une erreur. Nous avons besoin encore de peupler nos pays, nous avons besoin encore de peser, parce qu'on ne voit aujourd'hui que quand nous sommes nombreux, nous pesons. Maintenant, dans ce nombre, dans ces naissances, il faut qu'on régule les choses de telle sorte que l'État et les hommes soient responsables pour que les enfants qui naissent soient justement des bons citoyens pour la société que nous voulons demain. Maintenant, j'ai eu l'honneur justement d'être intronisé patriarche. Et donc, je suis un patriarche de la chefferie de Newton, du côté de l'océan à Kribi, et en même temps notable de cette chefferie. Et toutes ces responsabilités qui aujourd'hui m'incombent, c'est-à-dire me mettre face à certaines réalités qui font que je suis beaucoup plus proche des populations aujourd'hui, je comprends mieux leurs problématiques, étant encore à ce niveau de responsabilité traditionnelle. Et ça me permet aussi de poser des questions sur quel type de tradition nous voulons, quelles valeurs devons-nous préserver pour ne pas se retrouver demain dans une situation d'absence de valeurs où nous allons importer des valeurs qui viennent d'étrangers, que nous savons tous que ces valeurs ne sont pas des valeurs qui sied à notre société ou qui permettent à notre société de pouvoir s'émanciper et se développer dans les bonnes conditions et en harmonie avec, bien entendu, nos ancêtres et l'Éternel Zambé.